Bon, ben bonjour. Donc, vous voyez le titre de mon exposé d'aujourd'hui. Alors, je n'ai pas pour ambition aujourd'hui de vous présenter une recherche nouvelle. Mon but, c'était en fait de proposer à la fois un panorama et un bilan intermédiaire de ce secteur de recherche que j'ai appelé échange en ligne. Alors, je vous expliquerai pourquoi après j'ai choisi échange en ligne alors qu'il y a plein d'autres dénominations possibles. Et ce domaine donc qui recouvre tout en le débordant ce qu'on appelle en anglais la CMC ou en français donc CMO, qui tient une place importante dans le domaine du call, voire certains disent que maintenant la CMO a même pris une place prédominante dans le call. Bon, peu importe, c'est... Voilà. Alors, je vais quand même, malgré la présentation qui a précédé de ce que je fais, mais je vais quand même me présenter, dire de quel point de vue, plutôt que de me présenter, dire de quel point de vue je parle. En fait, je suis chercheur en ALAO depuis très longtemps. Au départ, j'avais fait des didacticiels qui se basaient d'ailleurs sur du traitement automatique, sur de la génération automatique de texte. Ensuite, j'ai travaillé sur des CD-ROM multimédia, aussi bien d'apprentissage du français que des CD-ROM grand public. À l'époque, on espérait pouvoir exploiter en classe, et en fait, ça n'a pas bien marché, pour des raisons que je n'ai pas le temps d'aborder maintenant. Et puis, depuis 2002, en fait, je suis tombé dans le bain des échanges en ligne, alors que j'étais responsable du département de français langue étrangère et que nous lancions une maîtrise entièrement à distance, suivie par Internet. Donc, j'étais un des premiers à faire, en 99-2000, à faire un suivi par Internet d'un cours de maîtrise. Et je dois dire que c'est cette expérience-là qui m'a peut-être le plus marqué, le plus passionné. Et donc, depuis 2002, mes recherches sont quasiment exclusivement dans le domaine de la communication médiatisée par ordinateur. Voilà, donc j'ai déjà expliqué hier à la table ronde donc, que je formais des enseignants dans différents diplômes que j'ai évoqués hier. Et en fait, en préparant cette conférence, je me disais, mais finalement, est-ce qu'il y a un point commun entre ce que je faisais au début et ce que je fais maintenant? Parce qu'au début, c'est quand même pas du tout pareil de faire des didacticiels. Et en fait, j'ai trouvé le point commun. C'est... alors, ça serait la question, que font les outils aux interactions? Et alors, aux interactions verbales, là, je ne suis pas entièrement d'accord avec la définition d'interaction qui a été donnée hier. Moi, je ne parle pas d'interaction. Je sais qu'il y a un domaine de recherche qui s'appelle les interactions homme-machine. Mais j'ai tendance à dire que je préférais qu'on utilise un autre terme que interaction dans ce cas-là quand c'est avec une machine. C'est tellement différent d'avoir une interactivité, je préfère ce mot, avec une machine que d'avoir une interaction avec un être humain que j'ai du mal à utiliser le même terme pour les deux. Donc, que font les outils aux interactions verbales? Eh bien, déjà, avec mes didacticiels, j'écrivais dans la notice d'utilisation que c'était bien de les utiliser en mettant les enfants à 2 ou 3 devant un ordinateur et en les faisant interagir. Donc le logiciel faisait que les apprenants interagissaient. Et puis, ensuite, avec les CD-ROM, par exemple, grand public, c'était aussi... Dans les CD-ROM de français, langue étrangère, il y avait des simulations d'interaction. J'ai appelé ça comme ça. Et puis, voilà, maintenant, on communique directement en ligne avec plein d'outils différents et des outils qui ont des effets tout à fait différents sur les interactions. Donc voilà. Alors, je vous laisse lire mon plan. Je vais essayer comme je savais qu'il y a une communauté call au Canada, qu'il y en a une aussi en Europe, j'ai essayé de parler un peu plus de choses qui se faisaient en Europe en me disant que ça serait plus intéressant pour vous. Voilà. Alors, je commence par le cadrage. Donc... les dénominations de l'objet qui nous intéresse aujourd'hui, donc restons sur CMO pour le moment, sont très nombreuses et je vais un peu les passer en revue d'un point de vue historique. Ça me permettra de faire aussi un historique de domaine. Donc, on a eu en 1995, je crois que c'est le premier livre sur la question de Mark Warshauer, et je crois qu'on peut le considérer vraiment comme un pionnier. Lui utilisait le terme de Virtual Connections, qui, ma foi, aurait pu prendre et aurait pu être utilisé pour ça aussi. On parle aujourd'hui parfois, quand on parle de télécollaboration, on parle parfois aussi de mobilité virtuelle. C'est-à-dire que les étudiants, au lieu de partir en Erasmus physiquement, ils peuvent aussi communiquer par Internet.
Voilà, mais en fait, le terme virtuel présente des problèmes que je n'ai pas le temps d'approfondir ici. Je signale quand même du côté français Francis de Bizère, qui a été un grand pionnier de la télématique, ce qu'on appelait à l'époque la télématique. Il a organisé plusieurs écritures collectives de fiction par Minitel, auxquelles participaient des pays du monde entier. C'était assez extraordinaire. Alors, ensuite, un terme qui a bien pris pendant un certain temps, c'était NBLT. Donc, vous voyez là ce bouquin de 2000 qui a bien marqué. Je vous laisse lire la définition. Hein, je vais pas... Donc, le terme de NBLT a été retenu donc, par Warshauer et Kern. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'est pas resté sur NBLT? Bon, il y a peut-être deux critiques. Il y a peut-être un peu trop une mise en avant de la machine, avec network-based, c'est peut-être donné un petit peu trop à la machine. Et puis, il y a teaching. Alors qu'en fait, il peut y avoir, dans le e-tandem, par exemple, il n'y a pas de teaching. Il y a du learning, sans doute, ou en tout cas du practicing, de la pratique de la langue, mais pas forcément du teaching. Voilà. Et oui, ce qui est intéressant de dire, c'est qu'à l'époque, il y avait encore un mélange. Il commençait à y avoir des liaisons par Internet, mais il y avait aussi beaucoup de... Ce livre-là, par exemple, qui était disponible en ligne à une époque, je l'ai encore sur mon disque dur, je l'avais téléchargé, ne relate que des expériences d'utilisation de la CMO en classe, avec une même classe, dans une même salle, en intranet. Mais c'était quand même tout à fait intéressant. Allez, c'était en mode synchrone, et c'était très souvent avec un logiciel américain qui s'appelait Daedalus Integrated Writing Environment. Bon, je ne m'arrête pas trop là-dessus. Donc là, je vous laisse... Oui, c'était dans le livre, dans ce livre-là, donc, pour l'anecdote, Warshauer et Kern avaient écrit le premier chapitre, Carole Chapelle, ici présente, avait écrit le dernier. Et je vais les citer rapidement. Donc, à l'époque, la question, c'était est-ce que NBLT, ça appartient au call ou est-ce que ça n'y appartient pas? Je vous laisse lire les réponses. Donc, Carole avait fait tout un panorama des recherches en call et avait essayé de voir, dans le dernier chapitre de ce livre, donc, avait essayé de voir en quoi ce qui se passait dans le NBLT pouvait se lier au call ou non. Alors ensuite, un autre jalon très important a été ce numéro de Language Learning and Technology en 2003, dirigé par Julie Beltz. Et là, à partir de là, on a une centration sur la dimension culturelle, qui n'était pas forcément le cas. Il y avait bien sûr dans le bouquin de Kern et Warshauer, il y avait un article de Furstenberg sur Cultura, mais le livre lui-même n'était pas centré sur le culturel. Là, on est carrément centré sur le culturel. Alors, la définition de télécollaboration qui a été donnée à cette époque-là est la suivante. On remarque qu'elle est plus précise que celle de NBLT en termes d'objectifs pédagogiques, de dispositifs. On voit là qu'il s'agit de faire pratiquer la langue dans une perspective de développement de la compétence interculturelle. Les échanges sont forcément à distance. Télécollaboration, ça ne comprend plus du tout la classe qui interagit dans un labo informatique. Et ils sont à la fois intégrés à un curriculum, très important, ça, ce terme d'intégration, j'y reviendrai, et encadrés par un expert, lingua cultural expert. Voilà, donc des échanges par clavardage dans une classe ne font plus partie de la télécollaboration dans cette définition-là. La seule critique que je ferai au terme de télécollaboration, que j'utilise par ailleurs assez souvent, c'est le mot collaboration. Parce que le mot collaboration, et j'y reviendrai par la suite, a tendance à être utilisé pour tout type d'échange, alors que je pense qu'il a intérêt à être spécialisé pour un certain type d'échange. Mais sinon, c'est un terme qui continue à être utilisé. Alors, un terme un peu plus barbare, qui n'a été utilisé que par les auteurs de ce livre, c'est ICFLE. C'est vrai que c'est c'est pas très facile à prononcer, mais ce livre est tout à fait passionnant et relate beaucoup d'expériences, elles aussi, toutes avec des objectifs d'interculturel, de développement de la compétence interculturelle. Alors voilà comment Thorne, qui est des personnes très connues du domaine, justifie l'acronyme ou le sigle ICFLE.
Donc il voulait qu'il y ait de la dimension culturelle, ce qui est tout à fait... C'est vrai, dans Telecollaboration, on ne dit pas qu'il y a une dimension culturelle. Et puis il y avait l'idée d'éducation. Je pense que là, il y a aussi une prise de distance par rapport à la Second Language Acquisition Research. Voilà, je ne m'approfondirai pas là-dessus parce que ça serait trop long. Alors ensuite, en Europe, cette fois-ci, est paru ce livre de Robert O'Dowd. Robert O'Dowd est devenu une des personnes, un des leaders, disons, de la télécollaboration en Europe. Il dirige d'ailleurs actuellement, il coordonne actuellement un projet européen dans lequel mon université est partenaire. Je vous donnerai le nom. Le nom de ce projet, c'est Intent, mais je vous déclinerai le sigle un peu plus loin sur une autre diapo. Alors, bon, les échanges interculturels en ligne dans ce livre sont définis à peu près de la même manière que Bels le faisait pour Telecollaboration. Il n'y a rien de bien nouveau. Ce livre met en avant 3 modèles. Je reviendrai à ces modèles de télécollaboration. Ce livre met en avant 3 modèles de télécollaboration et puis un certain nombre de problématiques, et notamment un chapitre de Melinda Dooley sur les outils, un chapitre que j'ai trouvé personnellement très intéressant dans ce livre, donc sur justement quels outils choisir pour faire communiquer les étudiants en ligne. Et c'est une des questions centrales qu'on est amené à se poser. Alors le seul défaut que je trouve à ce Online Intercultural Exchange, dans le projet Intent, on utilisait ce terme en le siglant OIE. Le seul défaut que je lui trouve, c'est qu'il y a quand même parfois des échanges en ligne qui n'ont pas de charge culturelle, où il n'y a pas l'interculturel n'est pas forcément Là, c'est par exemple un article que j'ai écrit avec une de mes thésardes, Katerina Zuru, sur des échanges entre mes étudiants de Grenoble et des étudiants espagnols, où d'abord les étudiants espagnols avaient un niveau linguistique faux débutant, donc il n'y avait pas moyen de beaucoup parler de choses culturelles ni rien. Et surtout, en plus culturellement, c'était pas très différent. Il n'y a pas beaucoup de différence. Et c'est surtout donc l'aspect langagier qui était important. Comment mes étudiants allaient-ils s'y prendre pour corriger les étudiants espagnols, notamment au plan phonétique, parce qu'il y avait quand même de gros problèmes. Donc, voilà. Donc, il existe des échanges de télécollaboratifs qui ne sont pas à visée culturelle, il faut le dire, interculturels. Oui, juste pour la petite histoire, donc il y a eu un numéro l'année dernière, il y a eu encore une autre dénomination, Multilateral Online Exchanges, qui là utilise le terme que j'ai pris pour le titre de ma conférence, donc les échanges en ligne. Alors ensuite, il y a toute une série de dénominations qui sont utilisées, qui pointent un peu plus la parenté. Alors la CMO, oui, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que la communication médiatisée par ordinateur, CMC, est un domaine de recherche en soi, qui appartient, où il y a des sociologues, des gens de l'information, des sciences de l'information et de la communication, des linguistes bien sûr, je pense à Crystal par exemple, qui a écrit un bouquin The Language of the Internet. En France, il y a Jacques Canis, qui était mon directeur de thèse, qui avait écrit un livre déjà en 1998 sur toutes ces histoires-là. Donc, il y a un domaine de recherche qui n'a pas du tout de préoccupation éducative. Alors, on voit que, par exemple, Richard Kern, dans un numéro spécial du Français dans le monde, Recherche et Application, dont je vous montrerai la couverture un peu plus tard, il parle de CMC. Tout au long de son article, il parle de CMO pour parler des échanges en ligne. Dans le même numéro, avec une collègue de Grenoble, on a parlé, nous, de communication pédagogique médiatisée par ordinateur. On a rajouté un P au milieu pour dire que c'était un secteur particulier du CMO, mais en faisant ça, on voulait se rattacher à la communication médiatisée par ordinateur, ce qui nous paraissait intéressant parce que dans la CMO, il y a un aspect à la fois linguistique et une grande prise en compte des outils de communication, ce qui nous intéressait beaucoup. Donc, notamment, on a parlé hier d'affordance. Justement, moi je ne dirais pas les affordances des outils, moi je dirais plutôt que les gens et les outils créent des affordances, c'est-à-dire des manières de fonctionner ensemble. Enfin, c'est pas moi qui ai inventé ça. Alors, il y a aussi un livre important de Marie-Noëlle Lamy et de Regina Hampel de l'Open University, où elles ont proposé CMCL. CMCL. Donc la CMO pour l'apprentissage des langues.
C'est intéressant de voir que les Special Interest Groups de Calico et de Eurocall s'appellent CMC. Ils ne s'appellent pas télécollaboration ou autre chose. Alors, ils ont créé aussi un SIG commun sur les Virtual Worlds. Alors là, je ne suis pas tout à fait... Moi, personnellement, je trouve que les Virtual Worlds, c'est typiquement partie des problèmes de la CMO. Typiquement, parce que le Second Life, ce n'est rien d'autre qu'un... Enfin, c'est rien d'autre. C'est un nouvel outil de communication qui n'a pas seulement du verbal, mais enfin, c'est un outil de communication médiatisé par ordinateur. Je ne vois pas comment on peut l'appeler autrement. Alors, pourquoi échange en ligne? Alors, je vous disais donc que mon expérience première, c'était de suivre des étudiants de maîtrise à distance par Internet. C'était ma toute première expérience. On continue à avoir donc on a un très important programme de master à distance à Grenoble. Donc on a beaucoup de communication en ligne entre les tuteurs, les étudiants entre eux, etc. Et pour nous, ça nous a paru important de prendre ça aussi comme objet de recherche. Or, si je prenais par exemple Telecollaboration, ça ne rentrait pas là-dedans. Ça ne rentrait pas là-dedans. Donc, en fait, on prend la formation des professeurs là-dedans, en plus de la communication entre étudiants. Voilà. Et donc, on a écrit toute une série d'articles sur la formation en ligne. C'est le terme que j'utilise moi en français pour e-learning. Je pense que c'est le cas au Canada aussi. Mais centré sur l'analyse, comme on est aussi des linguistes, et que parmi nous, il y a des interactionnistes, comme Charlotte Dejean, justement, c'est une pragmaticienne. Donc, on s'intéresse au e-learning en se centrant sur les interactions en ligne. On voulait aussi, parce que nous avons un département de langue pour spécialistes d'autres disciplines, comme je l'ai dit hier, on voulait aussi étudier les formations hybrides, mais sous l'angle, non pas sous l'angle où l'étudie Peraya, Charlier actuellement et tout ça, c'est-à-dire un angle très institutionnel. Nous, on voulait, par exemple, j'ai une collègue, Elke Nielsen, qui a comparé les interactions en classe avec son groupe. C'est une prof d'allemand, donc elle a comparé les interactions en classe avec son groupe d'étudiants et les interactions en ligne avec ses étudiants. Et la perception que les étudiants avaient de ces deux modes d'interaction. Et ça, c'est extrêmement intéressant. C'est un article qui est paru dans Alsic aussi. C'est tout à fait important parce que quand on doit monter un dispositif hybride, on ne sait pas toujours quelle part donner à la distance et quelle part donner au face-à-face. Et savoir ce qui se passe au niveau verbal dans les deux situations me semble tout à fait fondamental. C'est encore un exemple de recherche qui peut éclairer les pratiques. Et alors, nous avions obtenu une subvention importante pour une recherche qui s'est appelée ODIL, Outils et didactiques pour les interactions en ligne. Donc, il y avait l'Université du Mans, l'Université de Besançon, l'Open University en la personne de Marie-Noëlle Lamy et de Tim Lewis, et puis Grenoble, et puis Lyon. Voilà. Et on était vraiment sur l'idée des interactions en ligne et les outils qui instrumentent ces interactions. Et je vous donnerai après quelques résultats de recherche. Voilà. Donc là, on a donc, Charlotte Dejean et moi, on a co-dirigé ce numéro du Français dans le monde, recherche et application. Et c'est là qu'on a utilisé le terme échange en ligne. Alors oui, pourquoi échange en ligne, en fait, et non pas... On a hésité beaucoup, hein. On a failli l'appeler les interactions en ligne. Et en fait, ça a dû être l'influence de ma collègue Charlotte Dejean, qui est pragmaticienne, et pour qui des échanges asynchrones ne sont pas des interactions. Attendez, là, je l'ai mis ici, ça, oui, voilà. Donc les échanges, elle se réclame de Kerbrat Orikioni, qui est une analyste de la conversation, et qui dit que un clavardage, à la rigueur, ça pourrait être de l'interaction, parce que c'est en temps réel, qu'il y a une réaction directe à l'autre, mais pour elle, les échanges à distance, asynchrones, ne seraient pas des interactions. Donc du coup, pour respecter cela, on a utilisé le terme échange. Et on a aussi créé, donc, à l'issue du projet ODIL, un des résultats du projet ODIL, c'est ce colloque Échanger pour apprendre en ligne, qui a lieu tous les 2 ans à Grenoble. Donc il y en aura un en juin l'année prochaine. Et si vous êtes intéressé de soumettre quelque chose, il faut que ça parle d'échange en ligne, hein, pour que vous puissiez être accepté, mais pas forcément en langue. Ça peut être en formation de professeur, ça peut même être dans une autre discipline. C'est un colloque qui est à peu près de la même taille que ce colloque-ci, et qui commence à créer une petite communauté en Europe autour des échanges en ligne.
Alors pour synthétiser cette première partie, je vous laisse regarder ce tableau. Donc si on met plus l'accent sur l'apprentissage, acquisition des langues, on va peut-être utiliser les termes que j'ai mis à droite. C'est pas exclusif, hein, c'est juste pour montrer qu'on peut mettre l'accent sur différentes choses en fait. En recherche, c'est souvent comme ça. Hein. On choisit un angle d'attaque, on va jamais pouvoir tout traiter. Donc il y a un aspect apprentissage d'acquisition des langues, un aspect bien sûr interculturel très très présent. Donc à ce moment-là, on va utiliser des termes comme télécollaboration, ICFLE ou OIE. Après, si on s'intéresse plus spécifiquement, comme c'est notre cas à Grenoble, sur les effets des outils sur les interactions, on va plutôt se réclamer de la communication médiatisée par ordinateur parce que c'est son domaine. Alors la prise en compte des dispositifs hybrides et à distance, elle est souvent le fait de chercheurs qui sont plus en sciences de l'éducation. Par exemple, on trouve des articles là-dessus dans la revue Distance et Savoir, qui est une revue de sciences de l'éducation. Et on va avoir des choses comme la formation ouverte et à distance, Open and Distant Learning. Le colloque EPAL, CPMO, CMCL aussi quand même. Et alors après, dernier point, si on analyse la collaboration en tant que mode d'apprentissage et non pas en tant que terme fourre-tout qui peut tout vouloir dire, on a le Computer Supported Collaborative Learning qui est un domaine de recherche en soi bien vivant, hein, même si en France il n'est pas très très représenté, je ne sais pas s'il l'est au Canada, mais en tout cas il y a un groupe de chercheurs au niveau européen, mondial même, qui s'intéresse beaucoup au CSCL. J'y reviendrai. Voilà. Alors, je vais faire maintenant un rapide panorama des pratiques télécollaboratives. Donc ça va être une partie enfin, toujours pareil, hein, un mélange de recherche et de pratique, comme j'essaye toujours de faire. Alors, je vais vous proposer donc une typologie des échanges, en partant des 3 modèles du livre de Odad et en proposant 2 autres. Et puis, je me pencherai plus particulièrement sur 3 types d'échanges que vous connaissez peut-être un petit peu moins bien au Canada. Bon, donc le premier modèle qui se trouve dans le livre de Odad, bien sûr, c'est peut-être même un des modèles pionniers, c'est Cultura, donc lancé par Gilbert Furstenberg du Massachusetts Institute of Technology, ou For Technology, je ne sais plus. C'est comme une espèce d'archétype, hein, ce projet a été repris par plein d'autres gens, il a été reproduit, ça a été utilisé. Au départ, donc, c'était entre des Américains et des Français, des Parisiens. Puis par la suite, il y a eu entre des Américains et des Espagnols, ça a été repris dans plein de combinaisons. Je dirais que le principe didactique ou pédagogique central, c'est la réflexivité. Je ne vais pas vous décrire Cultura. Ceux qui ne connaissent pas, vous allez sur cultura.mit.edu et vous avez toute l'explication, vous avez plein d'articles là-dessus. Donc je pars du principe que la plupart d'entre vous connaissent Cultura. Donc je ne vais pas vous le décrire, mais simplement je vais dire quelque chose de très important dans Cultura, c'est la réflexivité à travers des forums asynchrones. En fait, voilà. Un autre modèle très connu et qui était bien antérieur aux technologies, puisqu'on faisait des tandems face à face à une époque. Hein. Enfin, on fait encore des tandems face à face, mais si on prend le e-tandem, donc, on va mettre un étudiant français qui apprend l'anglais avec un étudiant anglais qui apprend le français. Ils vont communiquer par les moyens qu'ils veulent. Il n'y a pas d'outil particulier de préconiser, mais c'est souvent le mail, le courriel. Et l'approche pédagogique centrale, là, c'est l'autonomie. Parce que bien sûr, ces 2 apprenants, ils doivent se débrouiller un petit peu seuls. Sauf que parfois, c'est intégré à la classe. Il y a des profs anglais, notamment, comme Tim Lewis, qui ont intégré le tandem à leur classe. C'est-à-dire qu'ils font communiquer leurs étudiants en tandem en dehors de la classe, et ensuite, ils utilisent une part de ces interactions en classe. Pour faire très très vite et très schématisé. Il y a eTwinning, que vous ne connaissez peut-être pas, c'est un projet typiquement européen, ça. J'en reparlerai un petit peu après. Il y a toute une série de projets, dont le français en première ligne, mais on n'est pas le seul, dont j'ai parlé hier, qui consistent à faire communiquer des futurs enseignants avec des apprenants, et où un des objectifs est de former les futurs enseignants à la technologie. Et puis, il y a les projets qui ont pour objectif principal le développement de l'intercompréhension, souvent entre langues romanes, mais de plus en plus maintenant, il y a d'autres couples de langues, et maintenant il commence à y avoir des projets d'intercompréhension entre langues, notamment anglo-saxonnes, germaniques. Voilà. Alors, pour avoir un point de vue typologique,
on peut se demander, mais quelles langues sont utilisées? Alors, on a des projets qui se passent dans une seule langue, qui est la langue première d'un des deux groupes. C'est le cas du français en première ligne. On a des projets, et ça c'est le plus... Non, c'est pas le plus classique, c'est le modèle de Cultura, ça, où on utilise deux langues, mais en principe, on s'exprime dans sa langue maternelle. Et là, c'est une citation de Furstenberg et English dans le numéro du Français dans le Monde que je citais tout à l'heure. L'idée, c'est qu'avec la langue maternelle, on va pouvoir aller plus au fond. Et comme le but de Cultura, ce n'est pas l'acquisition langagière, mais c'est plutôt la problématisation de l'interculturel, donc il est logique que les gens s'expriment dans leur langue maternelle. Alors après, on a le modèle de tandem. Le modèle le plus fréquent, c'est qu'on ait deux langues différentes, et chacun s'exprime tantôt dans sa langue maternelle pour fournir du matériau authentique à l'autre, tantôt dans la langue étrangère pour s'entraîner à pratiquer la langue étrangère. Donc ça, c'est le modèle le plus classique. Et le principe pédagogique est celui de la réciprocité. Et puis, dans l'intercompréhension, on a des échanges en plusieurs langues. Vous pouvez aller voir des exemples sur la plateforme, sur galanet.eu. Vous avez des exemples d'interactions plurilingues qui sont tout à fait intéressantes et où il y a beaucoup de code switching, il y a beaucoup de gens qui essayent de parler un petit peu une autre langue, puis après une autre, tout ça. Mais j'y reviendrai. Et puis, on a le cas des échanges dans une lingua franca qui n'est pas la langue maternelle d'aucun des deux groupes. On a par exemple dans le livre de O'Dowd un Japan-Korea Project où les Coréens et les Japonais communiquent ensemble en anglais pour échanger sur leur culture en fait. Et en Europe, donc, on a le e-twinning dont je reparlerai. Les scénarios pédagogiques qui sous-tendent ces différents types d'échanges sont extrêmement divers. Hein, si on parcourt le livre de O'Dowd, celui de Thorne et Belt, on voit qu'il y a beaucoup de scénarios pédagogiques au sens de qu'est-ce qu'on fait faire aux gens, de planification des apprentissages. Hein. Donc le projet dont je vous parlais tout à l'heure, justement, on est en train de faire une plateforme qui devrait être ouverte d'ici quelques mois, une plateforme pour aider les gens à monter des échanges et où on mettra justement des études de cas de certains scénarios pédagogiques, études de cas très détaillées, mais très pratiques, ce n'est pas un truc de recherche, et puis une banque de données de tâches qu'on peut utiliser en télécollaboration. J'entendais quelqu'un hier dans un atelier me dire « mais c'est difficile de trouver des tâches qui fassent vraiment interagir les gens ». Et justement, c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye de rassembler un très grand nombre de tâches qui ont déjà été utilisées, qui ont marché, et de les mettre à disposition de la communauté pour pouvoir plus facilement lancer des télécollaborations. Donc ça, c'est le projet Intent, comme vous voyez le développement là-haut. Il y a un consensus absolu. Je n'ai pas trouvé un article qui dise on peut réussir des échanges sans qu'il y ait des tâches. Il y a des prescriptions de choses à faire pour les apprenants. Après, les scénarios varient beaucoup selon leur temporalité. Il y a des scénarios qui sont plus asynchrones, d'autres qui sont plus synchrones. Il y en a qui s'étalent sur des durées très longues, d'autres sur des durées plus courtes. Tout ça est extrêmement variable. Par exemple, le français en première ligne existe dans deux variantes. Nous, à Grenoble, on le fait en mode, je dirais, 95% asynchrone. Il y a peut-être un petit clavardage de temps en temps, mais c'est tout ce qu'il y a de synchrone. Alors que Lyon fait le même projet d'une manière synchrone, avec de la visioconférence. Et alors, évidemment, les dispositifs sont très différents, parce qu'en visioconférence, ils mettent un ou deux étudiants de français langue étrangère face à deux apprenants en visioconférence. Hein. Alors que nous, on va avoir un étudiant pour 7 ou 8 apprenants. Enfin, bon, c'est très très différent en fait. Hein. Cultura et Galanet donc, font partie des scénarios pédagogiques les plus structurés. Surtout on sait exactement ce qu'il faut faire à chaque étape. On a non seulement des objectifs pédagogiques, des outils, etc., mais on sait exactement ce qu'on doit faire à chaque étape. Quant à e-twinning, je vais en reparler, il n'y a pas de scénario préétabli, mais là aussi, eux ont fait un site où il y a toute une série de kits qu'on peut venir chercher pour lancer un e-twinning, pour avoir des idées pour lancer un e-twinning. Alors, je vais faire un zoom très rapide sur 3 modèles, mais en fait, j'en ai déjà parlé.
pour la plupart, donc je vais passer très vite les trois modèles. Donc le modèle Galanet, c'est un modèle d'intercompréhension, je l'ai déjà dit, vous voyez l'adresse de la... Voilà. Donc le scénario, ils ont 4 phases bien balisées, chaque phase dure 1 mois, il y a un forum différent pour chaque phase, et puis ils peuvent faire des clavardages réguliers. Et donc ils arrêtent, dans la première phase, ils arrêtent une thématique, dans la deuxième, ils se documentent sur la thématique, dans la troisième, ils commencent à monter le dossier de presse, et dans la quatrième, ils publient le dossier de presse en ligne. Je ne vais pas aller plus loin. Je vais juste vous donner un petit renseignement qui peut être intéressant. Galanet, l'intercompréhension à Grenoble, elle est créditée. Vous pouvez suivre un cours d'intercompréhension au lieu de suivre le cours de langue obligatoire que doivent faire tous les étudiants de licence et de master chez nous. Au lieu de faire de l'allemand, vous pouvez aller faire, ou de l'italien, ce serait un meilleur exemple, vous pouvez aller faire un cours d'intercompréhension, ce qui va vous familiariser à comprendre l'italien, l'espagnol, le portugais, voire le roumain, plutôt que d'apprendre simplement l'espagnol. Évidemment, vous ne parlerez pas toutes ces langues, mais on vous poussera grâce à toute une série de stratégies. Alors, c'est très orienté stratégie d'apprentissage, hein, le Galanet. Donc, l'autre modèle, le français en première ligne, je ne vais pas en parler parce que j'en ai parlé hier. Je soulignerai simplement que les deux publics, c'est le type d'échange, le modèle d'échange où les publics sont le plus asymétriques, puisque les futurs profs ont quand même le statut de futurs profs. Quelque part, ils sont les détenteurs de la bonne langue, et les apprenants en face sont des apprenants. Et voilà. Donc, c'est assez intéressant d'ailleurs d'étudier les positionnements. On a écrit plusieurs articles où on étudiait les positionnements des étudiants de master par rapport aux autres. Est-ce qu'ils se mettaient plus à égalité avec eux, dans leur manière, dans leur énonciation notamment, ou est-ce qu'ils se mettaient dans une distance professorale, etc. C'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a une très très grande variabilité individuelle, et on en a conclu qu'il y avait différents ethos qui apparaissaient là. Donc là aussi, il y a une intégration aux deux cursus. Oui, par exemple, mes étudiants qui font le français en première ligne, ils sont dans un cours de 9 crédits, ce qui correspondrait chez vous à 5, quelque chose comme ça, je crois. C'est complètement pris en compte pour leur évaluation. C'est totalement intégré. Et c'est en général le cas aussi des apprenants français à l'autre bout. Et il y a plus ou moins d'interculturel. Alors, il y a un site où on essaye de rassembler justement les meilleurs exemples de tâches, d'interactions qui ont bien marché. Donc vous voyez un peu tous les... Là, j'ai cliqué sur tâches et interactions dans cette copie d'écran, et vous voyez un peu tous les partenaires avec lesquels on a travaillé successivement. Et si vous cliquez ensuite, vous allez voir des exemples. Chaque année, je demande à mes étudiants de dire quelles étaient leurs 2 tâches qui ont le mieux marché, et on les met en ligne, à la fois pour valoriser le travail des étudiants, mais aussi ça peut servir à d'autres. Le troisième modèle, donc, que vous connaissez peut-être le moins, mais qui est très très bien documenté sur Internet, donc là aussi je vais passer vite. Alors là, ce sont des projets collaboratifs au sens fort, c'est-à-dire qu'il y a création ensemble d'un objet commun entre des établissements scolaires européens. Donc c'est très souvent le niveau école élémentaire ou collège, le plus souvent. Donc vous voyez, je laisse lire les objectifs: intégration des TIS, pédagogie du projet, donc qui s'inspire de Freinet. Célestin Freinet est cité directement dans les sites de eTwinning. Il y a l'idée d'un sentiment d'identité européen à créer. Donc ça, c'est important. Prise de conscience de la diversité linguistique. Mais malheureusement, moi, le reproche que je ferai à eTwinning, c'est qu'il ne problématise pas assez le problème des langues. Et que beaucoup de eTwinning se passe en anglais comme lingua franca. Même quand l'anglais encore est la langue maternelle d'un des 2 groupes, ça ne me dérange pas. Mais quand ce n'est la langue maternelle d'aucun des 2 groupes, je trouve ça un petit peu dommage. Personnellement, si j'étais un enseignant élémentaire français, j'essaierais de faire un eTwinning avec des Italiens, parce que c'est la langue la plus proche, et de jouer sur l'intercompréhension. Alors, j'en arrive à ma dernière partie, où je vais évoquer quelques problématiques de recherche qui nous ont intéressés ces dernières années. J'en ai choisi 3. Je ne les ai pas choisis de manière arbitraire. J'ai pris 3 des points qui nous ont le plus intéressés. Mais pour vous, ça peut paraître complètement arbitraire parce qu'il y a des questions de recherche, il y en a des dizaines d'autres, impossible. Donc voilà, les 3 que je vais traiter. Donc la question de la collaboration.
Moi, ça m'a posé beaucoup de problèmes à un moment donné de devoir appeler collaboration, donc ce qui était simplement interaction. Et bon, c'est vrai que dans une perspective d'apprentissage des langues, dans une perspective acquisitionniste, notamment quand on parle des séquences potentiellement acquisitionnelles qui ont été théorisées aussi bien d'ailleurs du côté américain que du côté français, on peut dire que arriver à communiquer avec quelqu'un, c'est toujours une forme de collaboration. Mais c'est quand même un sens un peu détourné quoi, du mot. Hein. Donc moi je préfère garder collaboration dans la définition du CSCL, c'est-à-dire il y a deux critères en fait. Hein. Il y a deux critères pour qu'on puisse appeler un travail en commun une collaboration. Je vous laisse lire. Et j'ai toujours, personnellement, tout ce que j'ai lu sur la télécollaboration, c'était comme étude empirique, c'était toujours des petits groupes. Je n'ai jamais vu des groupes supérieurs à 5 ou 6 apprenants. Donc il semblerait qu'il soit impossible de collaborer vraiment à 20, par exemple. Hein, en tout cas, j'ai vu aucun article où ce soit le cas. Par contre, on peut communiquer à distance à 20, à 30, à 40. Dans le cas de ma maîtrise, de ma première expérience, j'avais 80 étudiants inscrits, 40 qui ont participé au forum en ligne. Mais ce n'était pas de la collaboration. Bon, Carole a bien posé la question hier de la méthodologie qualitative ou quantitative. Hein. Je suis entièrement d'accord avec l'idée de mélanger les deux. Et très souvent, on commence par mesurer des choses et puis ensuite, on les analyse plus finement avec du qualitatif. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus. On est quand même à Grenoble plutôt qualitativiste. Hein. On est encore très ancré en sciences du langage, si vous voulez. Mais c'est vrai que, même encore, c'est une vision française des sciences du langage, quand je dis ça. Bon. Alors, voilà, je vais vous donner deux exemples d'articles. Alors, le premier article est disponible, il est dans la revue Calico Journal, donc il est en anglais. Je l'ai écrit avec ma collègue Elke Nissen, que j'ai déjà évoquée, donc qui est maître de conférence d'allemand à Grenoble, elle est membre aussi du comité de rédaction de la revue Alsic. Donc, on a repris ça. Elle avait fait une thèse en sciences de l'éducation sur des cours d'anglais en ligne qu'elle avait elle-même organisés et encadrés, animés. Et elle avait fait varier un facteur. Elle avait fait varier un cas où les étudiants travaillaient par groupe de 3 et un cas où ils travaillaient individuellement avec le tuteur. Dans sa thèse, elle n'avait pratiquement pas fait d'analyse qualitative. C'était pratiquement que du quantitatif. Et on a repris, mais elle avait bien gardé son corpus. On avait tous les exemples d'échanges entre les étudiants. Donc on a bien gardé... Ah ben, je vais accélérer un peu alors. Et donc on a examiné un peu ce qui se passait de très très près, de manière très très détaillée. On a regardé un peu ce qui se passait entre ces étudiants. Pareil, on a fait pareil avec deux formations de profs à distance. Une formation qui était collaborative, il y avait vraiment production d'un objet commun par petits groupes, et l'autre qui ne l'était pas. Et on a regardé si les interactions différaient beaucoup ou pas. Première constatation, l'approche par tâche n'implique pas forcément la collaboration. Dans une des formations de profs, celle qui n'est pas collaborative, il y avait des tâches régulières à faire, mais elles étaient faites individuellement. Le résultat de la tâche était déposé sur un forum, tout le monde pouvait le lire, mais il n'y avait pas nécessité de négocier le produit. On a remarqué que dans les situations non collaboratives, on a pu noter qu'il y avait une interactivité plus ou moins marquée. Alors l'interactivité a été définie en tout premier par une Québécoise, France Henry, de la TELUC. Ça a été repris par Boulen, un Canadien anglophone, oui c'est ça, qui a fait une thèse sur la formation en ligne. Et ensuite, on a repris en France avec Masperi et Quintin, etc. Donc c'est le degré, on regarde dans des interactions asynchrones, non collaboratives, si les gens se citent les uns les autres, s'ils se répondent les uns aux autres, s'ils disent des petits mots comme Jules, je pense que, etc. Bon, et plus il y a de marques comme ça, alors il y en a des explicites et des implicites, plus il y a d'interactivité. Donc c'est une notion assez intéressante quand on n'est pas en collaboration. Quand on est en collaboration, il y a forcément de l'interactivité, sinon le groupe se casse la figure. Hein. Voilà, donc on a vu que les échanges dans le cas de la collaboration étaient totalement différents des échanges dans les autres cas que je vous nommerai ensuite. Notamment, c'est beaucoup plus proactif. Les étudiants doivent être beaucoup plus proactifs
ils doivent s'organiser eux-mêmes. Ils ont un tuteur, bien sûr, qui les aide, mais c'est eux qui ont l'initiative dans la collaboration. Et donc, ça demande beaucoup plus d'autonomie. Ce qui a pour conséquence qu'il ne faut pas faire collaborer des gens dont on pense qu'ils n'ont pas la maturité pour le faire. Alors, on a constaté aussi dans le cas du corpus de Elke Nielsen que le scénario réalisé était parfois différent. Alors, elle avait un scénario collaboratif. Les étudiants devaient rédiger une synthèse par 3. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de groupes qui allaient au plus pressé. Il y avait un qui parlait un petit peu mieux anglais que les autres, puis qui disait You make the first part, I make the second part, bon, etc. Ils se divisaient les parties à faire, chacun faisait une partie totale, et ils ne discutaient même pas après pour les assembler. Ils les copiaient-collaient bout à bout. Et donc ça, on a appelé ça de la coopération, hein, parce qu'il y a quand même un objet commun qui est produit, mais sans que tout soit négocié. Alors voilà, on est arrivé à ce tableau où on a trouvé, alors on pourra peut-être en trouver d'autres, hein, on ne prétend pas être exhaustif, mais on a trouvé en tout cas qu'il y avait de la mutualisation, qu'il y avait donc des scénarios qui utilisaient plutôt la mutualisation, la discussion, la coopération et la collaboration. Bon, après, ma collègue Charlotte Dejean a continué à analyser plus finement du travail collaboratif, cette fois-ci dans le cadre du Master 2 en ligne, des gens qui, par groupe de 4, devaient créer un scénario pédagogique incluant les TIS. C'est la tâche qui leur est donnée. Ils ont 2 mois pour faire ça, et ils collaborent. Elle a regardé, c'est dans la revue Alsic, ça. Elle a analysé très très finement. Elle a pris le groupe dont les profs pensaient intuitivement que c'était le groupe qui avait le mieux marché. Et elle a voulu voir s'il y avait des marques qui pouvaient expliquer que ce groupe avait bien fonctionné. Et effectivement, elle a trouvé pas mal de marques. Bon. Alors, sur l'effet des outils sur les interactions, bon, il y a justement, c'est O'Rourke, qui est un didacticien des langues irlandais, donc qui parle des affordances d'une manière un peu différente de celle de ce qu'on a entendu hier, c'est-à-dire les affordances, c'est ce que construisent les usagers avec les outils, ensemble. Et ça se rapprocherait presque plus de ce dont parlait à la fin Marie-Josée, c'est-à-dire des théories d'instrumentation, en fait, de Rabardel. Hein. Mais je n'ai pas le temps de me... Alors, justement, moi, j'ai beaucoup, sur ce plan-là, sur ce plan des affordances, de tout ça, j'ai beaucoup étudié les forums, parce que c'était l'expérience aussi pratique que j'avais à un moment donné, et j'ai écrit plusieurs articles assez approfondis sur les caractéristiques des forums. Alors qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé, à la suite d'autres d'ailleurs, que c'était bon d'avoir la tâche et le forum qui ne soient pas à 3 km l'un de l'autre, qu'on puisse voir la consigne de tâche, puis avoir un seul clic et pouvoir la réaliser, comme on arrive à le faire dans Moodle, mais pas forcément dans d'autres plateformes. La prise en compte du caractère public du forum, tout le monde peut lire tout dans un forum, donc il faut faire attention pour les corrections, il ne faut pas faire des remarques blessantes qui seraient vues par tous. Alors ça, je l'explique à mes étudiants. Et puis, alors, à la suite de Kia, j'ai pu montrer que la structure des interactions, que les forums qui montrent la structure des interactions, donc, avaient souvent un déroulement plus cohérent. J'en arrive à mon dernier point de recherche, la dimension socio-affective du tutorat. Je rappelle qu'à la fin des années 90, il y a eu cette fameuse bulle du e-learning, on faisait plein de trucs en ligne, mais sans tutorat, et que donc le tutorat n'a pas toujours été considéré comme quelque chose d'évident, de nécessaire. Je pense que maintenant, c'est à peu près établi qu'on ne peut pas faire une bonne formation en ligne sans tutorat. Et du coup, se pose la question du côté socio-affectif, dans le cas notamment des formations entièrement à distance. Il faut que se crée ce qu'on appelle, moi ce que j'ai appelé lien social, que les Américains appellent community. Alors là, voilà, j'aime bien donner cet exemple-là parce que c'est une étudiante qui est arrivée en retard dans la formation, qui est rentrée dans les forums et puis qui m'a envoyé ce courriel. Bon, ce qui montrait, à l'époque, c'était pas du tout évident que, ça c'était en 99, hein, je crois, ou 2000, c'était pas du tout évident qu'il puisse y avoir comme ça une dimension socio-affective forte entre des gens qui étaient aux 4 coins du monde, qui ne communiquaient que par écrit et que de manière asynchrone. Hein. Et pourtant, vous voyez... Alors, il y a eu 2 thèses là-dessus, deux thèses que j'ai co-dirigées, où ils analysent les interventions tutorales selon les 2 méthodes, d'ailleurs quantitative et qualitative. Voilà. La thèse de Quintin, je vous l'ai dit, c'est assez amusant, il a fait un dispositif hyper compliqué. Il a pris 7 tuteurs de l'université de Montseno, son université en Belgique à l'époque, 105 étudiants par groupe de 3, et il a demandé aux tuteurs d'être avec un groupe
socio-affectif, donc de dire ouais, c'est bien ce que vous faites, c'est ça, tout ça. Dans un autre groupe, d'être plus pédagogique, c'est-à-dire de plus insister sur les contenus. Et dans un troisième groupe, des interventions plutôt organisationnelles. Hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est que de manière statistiquement significative, ce qui est rare hein, dans ce type d'études, le tutorat affectif, c'est celui qui a fait le plus progresser les étudiants. Voilà. Alors, je vais passer un peu vite sur les derniers points, hein, et je m'en excuse, mais toutes ces choses-là sont documentées. Les deux thèses que je viens de vous citer sont disponibles en ligne, donc si c'est à chacun, selon son domaine d'intérêt, d'aller se documenter plus en profondeur. Pour conclure, donc, je conclurai sur un ALAO qui soit ouvert aux champs connexes, qui ne se contente pas de faire du call comme ça, ou même seulement de l'acquisition, mais qui aille voir dans l'analyse de discours, dans les apports de la CMO. Donc la CMO, il y a un journal, il y a le Journal of Computer Mediated Communication, qui a des articles tout à fait intéressants. Sur les réseaux sociaux, il y a plein de bouquins qui paraissent actuellement. Dans le domaine de la CSIL, si on s'intéresse à la collaboration, il faut absolument aller lire des articles là-dessus. Par exemple, il y a un article que j'ai lu il n'y a pas longtemps dans le journal du CSIL d'une danoise qui s'appelle Dawn sur l'utilisation des réseaux sociaux dans sa classe, qui est un article assez remarquable. Formation ouverte et à distance, donc là c'est plus du côté des sciences de l'éducation. Voilà. En plus, je pense vous avoir montré qu'il y avait toujours, dans les recherches que nous faisons à Grenoble, cette dimension praxéologique, donc à la fois et critique. Ne pas tout gober ce que nous vendent les fabricants de technologies, d'un côté. De l'autre, mener des recherches qui aident à améliorer les formations au plan pratique. Donc, je termine sur une question à laquelle on avait commencé à répondre dans un symposium du colloque EPAL l'année dernière. C'était comment exploiter la toile sociale en langue. Hein. C'est une vaste question, mais je ne pense pas qu'on puisse y répondre sans regarder de très près les outils. Qu'est-ce qu'ils font, ces outils? Qu'est-ce que c'est que Facebook par rapport à un forum? Qu'est-ce qu'il y a de plus, de moins par rapport à un blog. Donc, regardez de très très près les outils et leurs caractéristiques techno-sémio-pragmatiques. Comme l'a dit Peraya, il y a un côté technique, un côté sémiologique, c'est des outils qui signifient, et un côté pragmatique parce qu'ils servent à faire quelque chose. À quoi servent-ils? Donc, sans examiner extrêmement finement les outils, et puis ça a été dit hier, sans examiner aussi les usages que les jeunes. Je ne pense pas qu'il faille forcément s'aligner sur les usages. Ce n'est pas parce que les jeunes utilisent beaucoup Facebook qu'il faut absolument utiliser Facebook en classe de langue, par exemple. Hein. Il faut juger si un usage de Facebook va pouvoir être intéressant par rapport à des objectifs pédagogiques qu'on se fixe. Mais bon, oui, ok. Bon, ma foi, il ne me reste plus qu'à mettre cette diapo.